Alors, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie d'une série d'études que je consacrais à l'analyse des connotations religieuses des sandales dans la pensée grecque d'époque archaïque. Et l'hymne homérique consacré à Hermès en fait partie. Donc, je vais passer directement à une enquête sur les traces d'Hermès, ou l'enquête sur les traces laissées par les sandales d'Hermès dans cet hymne. Les sandalas végétales de myrte et de tamaris, dont se chausse Hermès dans l'hymne homérique qui lui est consacré, ont la vie courte. Tressées par le dieu lui-même peu après le couchant du soleil et le vol des vaches d'Apollon, elles sont jetées dans les tourbillons de l'Alphée peu avant l'aube et au terme de l'entreprise nocturne du dieu. Mais leur histoire ne se termine pas avec le tourbillon de l'Alphée. Le lendemain, Apollon part à la recherche de son troupeau et procède à l'analyse des empreintes laissées sur le sol par le passage de ses vaches et de leurs voleurs. Par rapport aux autres inventions d'Hermès, la lyre, le feu, le sacrifice, l'existence des sandalas peut paraître plus courte et de moindre importance, mais il ne faut pas mésestimer le rôle qui leur revient dans la perspective des intentions du dieu à leur sujet. Mon analyse procède de l'idée fondamentale que l'hymne s'attache à raconter comment Hermès, le dernier-né, le dernier arrivé, entre deux forces dans le collège des Olympiens à une époque postérieure au partage de Timaï, en centrant le récit sur les cluta erga du dieu, sur ses agissements solitaires dès sa venue au monde dans un repli du Silène, aux dépenses des figures olympiennes en place, en particulier d'Apollon, son frère Myolotie, visant à revendiquer la reconnaissance de son statut divin. Par conséquent, tous ces actes et tous les objets qu'il invente alors servent sa cause, à tour de rôle et chacun à sa façon. C'est dans la démarche du dieu qu'il faudra donc chercher les fonctions que chacun des objets qu'il a inventés exerce, et j'y procéderai afin de mieux saisir le dessein d'Hermès et de situer les sandalas dans le contexte de son projet de voler les vaches d'Apollon, où elles occupent une place privilégiée, même si les sandales ne sont censées jouer aucun rôle dans la scène du vol proprement dite. La tâche n'est pas facile, vu les mystères qui entourent constamment les intentions du dieu lorsqu'il façonne ses sandalas, la manière même dont il les tresse et s'en sert. Ce secret est entretenu, comme par un clin d'œil, par l'Aède lui-même. Le mystère des sandalas ne s'éclaircit qu'au fur et à mesure qu'Apollon s'avance sur les traces qu'elles ont laissées, plus précisément sur les traces qu'Hermès a délibérément laissées par leur biais, comme signe de son passage et de son intervention sur le mode épiphanique selon un plan bien prémédité. Afin de mieux cerner le dessein d'Hermès, suivons-le dans ses démarches. À peine sorti du ventre maternel, Hermès quitta le berceau et sauta sur ses pieds pour aller chercher les vaches d'Apollon. Loin d'agir en simple malfaiteur voleur dont l'esprit est occupé par l'idée de s'approprier les biens d'autrui, Hermès voit plus loin. Quand il franchit le seuil de la grotte, là il trouva une tortue dont il eut mille bonheurs, et au lieu de poursuivre le but précis pour lequel il s'était mis en route, il prit le temps de s'adresser à la tortue, de la ramener chez lui, car elle va lui servir. Il le sait très bien, car il connaît les affinités d'Apollon avec la musique. De cette tortue, il confectionne une lyre, laquelle lui servira opportunément de monnaie d'échange et de réconciliation avec Apollon, prélude à la reconnaissance de ses prérogatives divines et de la place qui est la sienne parmi les Olympiens, ainsi qu'en témoignent les mots qu'échangent les deux frères enfants de Comte. Après l'annonce du don qu'il va faire de sa lyre à Apollon, Hermès exige de lui la contrepartie attendue. « Mon ami, donne-moi la gloire, kudos », ce qu'en effet Apollon lui promet. Je te l'assure, toi et ta mère allez recevoir la gloire, Cléos, parmi les dieux immortels. Comme l'Aède entend raconter le conflit avec Apollon qu'Hermès provoque précisément en vue de leur réconciliation, forme de validation de son propre statut et de la place qu'il occupe parmi les Olympiens, l'invention de la lyre,
l'objet même qui scellera la réconciliation entre les deux frères, correspond à cette visée. Premier artisan d'une tortue qui chante, Hermès est aussi le premier à en jouer. Or, par son chant, il entonnait un hymne en son propre honneur d'Olympion et donnait ainsi de la gloire à sa naissance. Car c'est cette pensée qui habite son esprit. Comment déterminer Zeus à reconnaître sa paternité? Comment revendiquer sa Timée? Comment actualiser ses puissances divines et les attributs qui sont les siens par la naissance, mais qui, sans la validation suprême de Zeus, n'existent en lui qu'à l'état latent, potentiel. Voilà ce qu'il chantait, mais dans sa tête, il avait d'autres idées. C'est ainsi que l'Aède revient au projet d'Hermès qui, à peine né, se met en route pour voler les vaches d'Apollon. Et en fait, de tous les troupeaux divins qui ont leurs étables dans les montagnes de la Pierrie, Hermès ne s'intéresse qu'à celui d'Apollon et c'est le seul qu'il dérobe. Le dieu rusé, visiblement, veut créer le conflit nécessaire avec Apollon. Les circonstances du vol proprement dit ne sont pas connues, alors qu'un seul vers suffit pour mentionner qu'Hermès enlève 50 vaches du troupeau d'Apollon. 4 sont utilisés pour décrire la façon dont Hermès les conduit des montagnes de Pierrie vers son rivage, là où il fera escale pour confectionner ses sandales. Jusque-là, il se déplace pieds nus ou du moins sans sandales. Nous analyserons cependant en détail ce premier tableau, puisqu'il fournit de nombreux éléments qui nous aideront à cerner comment se déplace Hermès par la suite. On voit bien qu'au lieu de dissimuler les traces, les siennes et celles des vaches, Hermès en laisse délibérément et choisit un type de déplacement qui fait que les traces apparaissent à l'envers. Premièrement, il conduit les vaches en dehors de la route, sur un terrain sablonneux, afin que lui-même et les vaches y puissent laisser des empreintes en creux et afin que leurs traces soient visibles. Cette stratégie réussira puisque Apollon s'attardera précisément sur cette zone sablonneuse où les traces sont visibles jusqu'au bout, par opposition à la zone au sol dur où, dès que les vaches et leurs conducteurs sont passés, leurs pieds sont devenus indéchiffrables. Le rôle principal qui revient à ce terrain sablonneux, qu'on mentionne si souvent tout au long de l'hymne, est celui de support cadre approprié afin que les traces de ceux qui l'ont traversé, Hermès et les vaches qu'il conduit, y restent inscrits en creux, qu'ils y soient visibles et lisibles. Il est difficile de définir le terme planodias qui qualifie le déplacement des vaches. Ce terme singulier est ambigu, nous empêche de saisir exactement comment procède Hermès. Sa démarche est aussi rusée qu'obscure, car rendue délibérément mystérieuse. On traduit ce mot tantôt par un zigzag, tantôt par sur une voie errante, ainsi que le suggère le commentaire de Sychios. Cette lecture s'accorde autant avec le constat du vigneron Don Kestos qui, le moment venu, déclare avoir vu un enfant, alias Hermès, marcher épistrophaden, comme on le verra, qu'avec le constat d'Apollon qui déclare avoir distingué les empreintes du voleur de ses vaches d'un côté et de l'autre du chemin. Troisièmement, Hermès fait en sorte que les empreintes des sabots des vaches soient à l'envers. Igni apostrepsas, comme on voit au vers 76. Cependant, le secret qui entoure sa stratégie ne se poursuit puisqu'on a beau chercher le sens de cette expression sans arriver à un accord. Si on compare cette occurrence hymnique du verbe apostrepho avec les contextes homériques où il est employé, surtout ceux où il est utilisé avec podas, on constate que ces derniers renvoient tous, sous une forme ou une autre, au sens de tourner en arrière, détourner ou retourner. Si l'expression igni apostrepsas prête à confusion, c'est que son emploi sert à mettre en valeur l'intention d'Hermès de brouiller les pistes, plus précisément son intention de dérouter le poursuivant Apollon parti à la recherche de son troupeau et de l'embarrasser. La marche à reculons des vaches d'Apollon n'est pas due à leur anatomie, comme on le verra. De plus, ce ne sont pas leurs cornes, mais la direction de leurs traces qui importe ici, et la stratégie en vertu de laquelle elles apparaissent à l'envers. Or, c'est Hermès qui en est responsable. Enfin, en dernier lieu, et pour que l'aporie atteigne son comble, Hermès modifie sa propre démarche et avance à reculons lui aussi. On ne sait pas si l'Aède invente lui-même ce motif ou s'il l'emprunte à la littérature du genre. Cependant, il faut avouer qu'il est bien à sa place dans un hymne consacré à Hermès, car il est parfaitement approprié à la mobilité extrême du dieu, à sa manière spécifique de faire du chemin avec et sans sandales. Allons plus loin.
À peine arrivé avec les vaches au bord de la mer, en Pierie, Hermès se met à confectionner ses sandales. C'est que, en plus de la ruse qui lui avait fait adopter la stratégie de l'inversion du sens de la marche, Hermès invente un objet absolument nouveau, toujours selon le plan qu'il avait prémédité, car il tresse ses sandales avec des feuillages qu'il avait cueillis en route en descendant des cimes de Pierie. Ainsi équipé ou déguisé, il compte se déplacer jusqu'à sa destination et laisser intentionnellement des traces tout au long de son chemin. Voilà le rôle fonctionnel que le dieu assigne aux sandales, il n'est pas seulement utilitaire. En témoigne le fait que, dès qu'il a mené à bien son entreprise, il jette les sandales, et ce, ni pour s'en débarrasser, ni pour cacher les traces de ses agissements nocturnes. S'il avait voulu les dissimuler, il n'aurait pas eu besoin d'inventer et de confectionner des sandales, car il aurait pu voler pieds nus, ainsi qu'il le fera au retour dans la grotte du Silène au petit matin. Les traces inverses et en zigzag laissées sur le sol de la Pierie, grâce à la marche à reculons des vaches et de lui-même, étaient parvenues à brouiller les pistes de recherche du poursuivant Apollon. Avec l'invention des sandales et les empreintes qu'elles laisseront en creux tout au long du chemin jusqu'à l'entrée dans la grotte de Pierre du Gué de l'Alphée, Hermès parachève son œuvre, ce qui étonnera Apollon et donc aura l'effet escompté. Tous les témoignages relatifs au voyage d'Hermès dans ces diverses étapes s'accordent sur la présence et l'effet de son équipement. Tous, sauf celui de l'hymniste qui entoure délibérément de secrets aussi bien le processus d'invention, confection des sandales, les intentions du dieu les concernant que la façon dont il se déplace par la suite. À 3 reprises seulement, l'hymniste décrit brièvement comment se déplace Hermès lors de son voyage. Après la rencontre avec le vieillard Donkestos, Hermès poussait devant lui les vaches aux têtes puissantes. Arrivé au gué de l'Alphée, Hermès poussa vers le fleuve les vaches au large fond. Enfin, après les avoir assasiées de bonne herbe, il les poussa tout ensemble dans l'étable. Si le premier verbe est attesté pour la première fois ici et ne nous éclaire pas, le second et le troisième, qu'on rencontre très souvent chez Homère dans des contextes similaires de conduite de troupeaux, chevaux et chars, et dans bien d'autres auxquels convient le sens d'un mouvement par derrière, indiquent clairement qu'Hermès suivait le troupeau. Voici la déclaration du seul témoin direct du passage d'Hermès lors de la traversée de son domaine. Le vigneron Donkestos est hésitant et prend ses précautions en répondant à la question d'Apollon et, à part le détail concernant la baguette qui est mentionné ici pour la première et seule fois dans l'hymne, pour le reste, son bref discours ne nous apprend pas grand-chose. Les vaches marchaient à reculons, leur tête orientée vers Hermès située à la queue du troupeau. Comment se déplaçait le dieu? Quelle position occupait-il dans cet ensemble? Il marchait d'une façon difficile à déterminer d'un côté à l'autre du chemin, en tournant en toute direction, si l'on juge d'après l'emploi d'épistrophaden, terme qui renvoie à des expressions homériques utilisées pour des scènes de combat, et à planodias, selon Nicholas Richardson. Claudine Leduc rapproche épistrophaden de l'épiclèse Strophaios d'Hermès, comparant ainsi la façon de marcher du dieu au va-et-vient de la porte qui va dans un sens, puis revient dans l'autre sans accomplir une rotation complète. La déclaration du vieux vigneron est vague et ambiguë, à moins que ce ne soit voulu, et ne permet pas d'éclaircir davantage la façon dont Hermès et les vaches se déplacent lors de leur traversée du domaine d'Onkestos. C'est qu'Apollon doit entrer en scène. Enfin, voici les données de l'enquête menée par Apollon après le constat assez mystérieux du vol de ses vaches. Son entrée en scène a lieu à Onkestos, à l'aurore, où il arriva d'un endroit inconnu et passa directement à l'interrogatoire du vigneron, auquel il déclara être venu de Pierie et être à la recherche de ses vaches qui en sont parties à peine le soleil couché. La question qu'il pose au vieillard est directe et précise. Il est sûr qu'il s'agit d'un vol et suppose au départ que le voleur est un adulte. Le vigneron n'aurait-il pas vu un homme passer sur le chemin avec ses vaches? Dès qu'il eut entendu la déclaration du vigneron, Apollon continua sa route en pressant le pas,
comme s'il connaissait déjà la route à prendre pour trouver ses vaches, et alors que le vieillard ne lui avait pas indiqué où se dirigeait son troupeau. Aurait-il besoin d'une confirmation? Ce qui est sûr, c'est que dès qu'il aperçut en route un oiseau au large aile, il comprit aussitôt que le voleur n'était autre que l'enfant de Zeus Cronion. À toute allure, il alla alors vers Pylos et, examinant les traces, voici ce qu'il dit. C'est le discours d'Apollon. Ce compte rendu apporte quelques détails importants sans modifier les indications données par l'aide et le vigneron. Le troupeau marche bien à reculons et le nous d'Apollon saisit d'un coup la ruse à l'œuvre, le renversement des traces laissées par les sabots des vaches. Précision significative, elles ne se déplacent pas naturellement à reculons en vertu de l'anatomie de leurs cornes recourbées en arrière. Ici, Apollon reconnaît sans hésiter qu'il s'agit de ces vaches aux cornes dressées, tout en constatant avec stupeur que leurs traces, elles, sont bizarrement tournées à l'envers. Apollon s'intéresse surtout aux emprunts laissés par le voleur, mais bien qu'il vienne d'établir son identité, quand il dit que le voleur n'était autre que l'enfant de Zeus Cronion, il procède à un long raisonnement hypothético-déductif pour établir leur origine. Par une série de tournures négatives, le dieu exclut d'emblée la possibilité qu'il appartienne à un être humain ou animal, et on remarque que le catalogue des créatures évoquées est hiérarchisé depuis les êtres humains en passant par les animaux sauvages pour finir avec le centaure. Le procédé anaphorique est somme toute rhétorique et sert à mettre en valeur le caractère particulier, sinon singulier, des bémata, des traces, qui ne sauraient être que l'œuvre d'un être doté de pieds de taille monstrueuse et aux grandes enjambées. Les tours hyperboliques des épithètes utilisés ici, comme dans le deuxième tableau de l'enquête d'Apollon, sont très significatifs, à commencer par la phrase où il avoue son étonnement. Le premier vers reprend les termes conventionnels servant à exprimer les réactions des mortels face aux actions divines et à leurs conséquences. Si Apollon mentionne le centaure, pour l'exclure aussitôt, ce n'est que pour mettre en valeur l'incongruité entre la nature du voleur, le nouveau-né Hermès, et l'aspect des traces de ses pas. Comment l'enfant de Zeus Cronion, à peine né, peut-il avoir des pieds si immenses et faire des pas si prodigieux de ce côté-ci du chemin et plus encore de l'autre? À leur vue, et s'appuyant sur le présage de l'oiseau qu'il aperçoit, Apollon pressentit la naissance d'un dieu fort, trop fort, et dont le Kratos pourrait être aussi dangereux que celui d'une race divine monstrueuse, de descendance titanique comme les centaures, être hybride et tout de deux mesures, et constituer une menace pour l'ordre naturel et nuire à l'équilibre du monde. Or, un gardien des lois et de la justice, un pourfendeur des transgressions de l'ordre, Apollon ne peut que s'en méfier. Dans un deuxième tableau, Apollon présentera ses preuves devant Zeus et procédera même à une reconstitution du tracé suivi par ses vaches. Qu'en est-il des traces du voleur, celles qui intéressent le plus Apollon, car ce sont elles qui l'embarrassent vraiment? On voyait deux traces énormes, vraiment stupéfiantes, déclare Apollon, pour conclure que ces traces ne pouvaient être que l'œuvre d'un daimon à la puissance admirable. Ce qui, dans le tableau précédent, n'était qu'une allusion par la mention du centaure, est dit ici de façon explicite. Seul un être divin peut laisser de telles traces. Deux vers plus loin, Apollon y revient, utilisant de nouveau de tournures négatives et un style rhétorique. Deux motifs reviennent dans ce compte rendu. La taille des traces d'Hermès et son jeu de pas à gauche et à droite de la route. C'est que la taille est significative, sinon Apollon n'y insistera pas tant. Cette fois-ci, il avance même une hypothèse. On aurait dit qu'il marchait sur de jeunes arbres, ou plutôt sur des morceaux de bois, renvoyant ainsi aux branches de myrte et de tamaris dont Hermès avait tressé ses sandales. C'est la seule fois où le rôle attribué aux sandales semble justifier leur nature végétale. Le motif du jeu de passe-passe d'un côté à l'autre du chemin est caractéristique des récits d'espionnage nocturne, embuscade, vol de bétail, et dont l'emprunt est bien approprié au contexte du parcours d'Hermès avec les vaches qu'il a ravies. Cette démarche insolite est résolument adoptée afin de tracer une piste, ce qui nous montre qu'Hermès choisit précisément le terrain susceptible de recevoir les traces de ses sandales.
Elle met en valeur la mobilité extrême d'Hermès et les tours que les plus polytropes des dieux ne cessent de combiner. Marche à rebours d'Hermès, marche à reculons des vaches, des marches apparemment erratiques ou zigzagantes sont toutes à rapprocher des habiletés spécifiquement hermaïques qui permettent au Dieu de multiplier les signes et de rendre son passage indicible. La portée des pas, des siens et de ceux des vaches, correspond à la visée de sa pensée sournoise, car les traces apparemment confuses sont précisément le signe qu'il donne délibérément à voir, afin de rendre lisible son passage et afin qu'il révèle les traits qui sont les siens. Et les sandales. Inventées et façonnées par Hermès lui-même, les sandales répondent pleinement à la démarche du Dieu, conformément à la fonction qui est la leur dans l'économie du récit. Comme tout objet accessoire, les sandales valent moins par ce qu'elles sont que par les rôles qu'elles jouent. Elles n'influent aucunement, du moins non pas de façon explicite, sur le comportement locomoteur du Dieu. C'est Hermès qui mène le jeu d'un bout à l'autre. Le port des sandales est indépendant des modalités de déplacement adoptées. Ce sont ces sandales qui laissent des traces, mais ce mérite revient uniquement au maître pourvu de tous les moyens capables de rendre son passage inexplicable. En effet, Hermès invente les sandales et laisse délibérément des traces tout au long de son chemin. C'est un acte volontaire qu'il a prévu dès le moment où il a choisi les matières premières dont il avait besoin pour se tresser des sandales et les a confectionnées. Grâce à elle, le Dieu laisse des traces de son passage afin qu'Apollon, parti à la recherche de son troupeau et de leurs voleurs, puisse reconstituer son tracé et soit conduit à lui pour lui demander des comptes. Ainsi qu'Hermès l'a prévu dès le début, et qu'ensuite ils se présentent ensemble devant Zéus et se soumettent à son jugement infaillible. C'est grâce à ce stratagème qu'Hermès réussit à forcer Apollon à le reconnaître comme frère et Zéus à reconnaître sa paternité, ce qui permet à Hermès de revendiquer la reconnaissance de son statut d'Olympien à part entière et de ses Timaï. Dans cette démarche, les sandales ne servent pas de simples accessoires de déguisement, Hermès n'ayant aucunement l'intention d'effacer les traces de son passage, bien au contraire. Le modus operandi lors du cheminement d'Hermès se révèle indicible plutôt que confus, puisque le renversement du sens de la marche est opéré intentionnellement par le Dieu lui-même, sandales aux pieds et baguette en main. Œuvre d'un daimon à la puissance admirable, dixit Apollon lui-même, les traces monstrueuses des sandales mettent en valeur l'intervention d'Hermès sur le mode épiphanique. C'est une constante dans la tradition grecque de décrire les épiphanies divines en termes de taille imposante, poids, beauté, éclat lumineux du corps divin, bonne odeur. Chacun de ces motifs, isolés ou non, suffit en règle générale pour signaler la proximité d'un Dieu, la présence divine sinon invisible et insaisissable. Les sandales et les empreintes de grande taille qu'elles laissent sur le sol en vertu de la forme même qu'Hermès leur avait donnée lorsqu'il les a inventées et façonnées, servent au Dieu de laisser un signe en creux de son passage et de ses actes. Ce qui compte surtout, ce n'est pas l'objet censé célébrer Hermès en tant que premier inventeur, c'est l'image qu'elle laisse sur le sol en tant que signature d'Hermès. Les traces immenses de ces sandales servent à renforcer l'effet visuel de son passage, à mettre en évidence la valeur épiphanique de ses gestes et mouvements, de son action dans son ensemble. Les sandales servent à laisser voir, à montrer le statut divin de leur possesseur. Comme toujours dans la geste des dieux, où c'est en donnant à voir que le mythe exprime et transmet la présence du divin dans le champ de l'expérience humaine, ici c'est par le biais de ces sandales qu'Hermès se rend visible en tant que Dieu et affirme sa nature divine, son déguisement à valeur épiphanique. S'y ajoutent d'autres éléments typiques des épiphanies divines. Les yeux d'Hermès brillent et lancent des regards flamboyants. Ses langes sont parfumés. Les chiens n'aboient pas dans sa présence, ni ne réagissent quand il enlève les vaches de la prairie de Pierie. Hermès se délie lui-même grâce à la force divine qui l'habite, des liens dont Apollon voulait tordre son corps, épisode à rapprocher de l'épiphanie végétale de Dionysos dans le second hymne consacré à Dionysos. Hermès rentre dans la grotte de Maïa au petit matin et entre en se glissant de travers par la fente de la porte comme un vent d'automne, comme une traînée de brouillard.
est une cascade de variations sur le motif du tauma, motif spécifique des réactions du récipiendaire des épiphanies divines, émaille les exploits d'Hermès, à commencer par la confection de ces sandales, véritables taumata erga. À la vue de leurs traces, Apollon s'exclame méga tauma et les qualifie d'extraordinaires, vraiment stupéfiantes et propres à étonner. Plus loin, il admet être ébaubie par la force de son frère. Lorsqu'Hermès neutralise les brins solides gâtillés, Apollon assiste stupéfait à son épiphanie végétale. Et pour finir, il avoue son admiration pour l'art d'Hermès Citharède. Faute de toute présence humaine, ou plus précisément faute de tout destinataire humain de l'entreprise d'Hermès, l'hymne n'offre pas la description d'une épiphanie complète et en bonne et due forme, ce qui n'amoindrit en rien la nature épiphanique des gestes et des actions d'Hermès. Lors de ses exploits accomplis avant son admission dans l'Olympe, Hermès, pas encore Dieu, ne saurait pas se révéler en tant que Dieu à part entière. Il ne saurait pas se livrer à un exercice épiphanique d'image, lequel était réservé uniquement à l'apparition d'un vrai Dieu, tant que son statut d'Olympien n'est pas encore validé et que ses puissances divines ne sont pas encore actualisées. Cela ne l'empêche pas d'exercer et d'exprimer ses pouvoirs potentiels sur le mode épiphanique, mais il se doit de le faire sur le mode mineur, sans l'éclat spécifique d'une épiphanie d'un dieu en titre. C'est pour cela peut-être qu'Hermès se tresse des sandales faites de matière végétale, matière naturelle et divine, certes, mais périssable, comme un signe de son identité divine fragile. Dieu de facto par la naissance, il ne l'est pas encore de jure, sinon il aurait pu se chausser de sandales faites de matière divine, mais inaltérable, comme il sied à tout dieu olympien. C'est ainsi qu'on pourrait aussi expliquer pourquoi Hermès jette ses sandales au terme de son incursion nocturne. Sandales périssables qui ne servent à Hermès pas encore Dieu que de façon temporaire et dont il n'a plus besoin quand son entreprise est terminée. En se tressant de grands sandales susceptibles de laisser des traces immenses et de fournir de l'éclat épiphanique à ses actions subséquentes, Hermès compte précisément sur leur valeur de signe et de signature de son passage. Et dès lors, la valeur signifiante des sandales l'emporte sur leur valeur fonctionnelle. En les inventant lui-même, en utilisant ensuite habilement cet objet, Hermès le détermine à produire des signes qui correspondent à ses propres objectifs. Ensuite, Hermès montre ces signes à Apollon, seul dieu auquel il les a adressés et qu'il a en quelque sorte désigné. Sandales divines manœuvrées par un dieu, leurs traces ne peuvent être déchiffrées que par un dieu pourvu d'un regard divinement aigu, Apollon et son nous. Avant même leur réconciliation entre Hermès auteur et émetteur du signe et Apollon récepteur et interprète, s'établit une sorte de complicité, et ce, en vertu de la valeur signifiante des traces de sandales. C'est précisément puisqu'elles sont investies du statut de signe épiphanique que leurs traces sont reconnues en tant que telles, comme signe de l'ouvrage d'un daimon à la puissance admirable. C'est par leur manipulation astucieuse qu'Hermès indique qu'il revendique sa place dans la hiérarchie divine. C'est à la vue de leurs traces, grâce à la fois à son nous perçant et au pressage de l'oiseau qui lui révèle l'identité du voleur, qu'Apollon s'aperçoit que l'ordre olympien est peut-être menacé. En quelque sorte, les sandales sont ici à Hermès, ce que l'arc était à Apollon dans la scène décrite dans le prologue de l'hymne homérique à Apollon, où il faisait son entrée dans l'assemblée olympienne, toujours sur le mode épiphanique. Dès que l'identité du voleur lui est révélée, la rivalité entre les deux fils de Zéus se déclenche et Apollon répond à l'intervention sur le mode épiphanique d'Hermès par sa propre action épiphanique. À toute allure, il alla vers Pylos, une nuage sombre autour de ses larges épaules. Notons ici la reprise du vocabulaire qui, dans l'Iliade, décrit des interventions divines épiphaniques sous forme de phénomènes naturels. La rivalité entre Hermès à la pensée rapide et Apollon rapide comme la pensée disparaît quand Hermès, qui savait plus d'une ruse, considère le nous d'Apollon qui connaissait plus d'un tour. Elle tourne en complicité fraternelle et, en route vers l'Olympe et pour la première fois dans l'hymne, les deux dieux seront joints l'un à l'autre comme frères en tant que fils de Zéus tous les deux. Par Seculuta erga et au moyen de ses sandales, Hermès affirme sa nature divine et revendique son statut divin. Sinon,
il ne les aurait pas inventés. Le vol des vaches d'Apollon à lui tout seul n'aurait pas conduit à l'arbitrage du conflit avec son frère devant Zeus, l'arbitrage qu'il visait. Pour forcer son admission dans l'Olympe et la redistribution des Timailles à une époque où le partage était déjà accompli, Hermès doit couvrir d'éclat son action, la rendre saillante, extraordinaire et lui donner l'apparence d'un acte opéré par un daimon, donc susceptible d'éveiller la méfiance d'Apollon. C'est en fait son impossibilité de déchiffrer le message de ces traces et sa méfiance devant cette œuvre d'un daimon qui amène Apollon à partir à la recherche d'Hermès, ce qui conduit au procès tenu dans l'assemblée olympienne et au verdict favorable à Hermès. Ainsi, c'est grâce à ces grandes sandalas, à leurs empreintes immenses et à la manière dont il les manipule sur le mode épiphanique qu'Hermès réussit à affirmer la nature divine qu'il détient de facto et à revendiquer que son statut divin soit validé de jure.